Après le spectacle LGBTQ+, à l'ouverture des Jeux Olympiques, nous savons, nous le savions déjà, mais nous en sommes maintenant persuadés que la France est le laboratoire du pire. Nous ne sommes donc pas étonnés qu'elle emboîte le pas de la Belgique par rapport à ce qu'on appelle ici en Belgique le guide Evras, le guide à la vie, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Euh, mais je pense qu'ils vont encore un pas plus loin que nous. Vous avez vu l'émission avec la Ligue Wallonne de la santé mentale. On vous en dira plus par après par rapport aux accusations qu'on a eues. Mais on va vous passer un petit extrait de nos collègues de Toxin qui nous parlent de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle chez eux. Écoutez ça. Si vous avez des enfants qui écoutent cette émission, c'est le moment de les éloigner parce que ce que je vais lire et raconter est très violent. Et il se trouve que ce que je vais lire et raconter qui est très violent vient Si vous avez des enfants qui écoutent cette émission, c'est le moment de les éloigner parce que ce que je vais lire et raconter est très violent. Et il se trouve que ce que je vais lire et raconter, qui est très violent, vient du prix Goncourt des lycéens. C'est ce livre, Le Club des enfants perdus, de Rebecca Alighieri. Donc ça commence à peu près comme ça. À la façon dont elle frétille contre ma queue, je devine qu'elle a envie d'une pénétration anale, à condition que je la prépare, bien sûr. Et ma main tâtonne déjà sur la table de chevet à la recherche d'un tube de crème que nous réservons à cet usage. Je devrais être heureux qu'elle aime la sodomie. C'est loin d'être le cas de toutes les femmes et j'en connais beaucoup qui ne veulent même pas en entendre parler. Ou plutôt, si elles veulent bien en parler, mais certainement pas passer à l'acte. Ah non, pas question, c'est trop crade. Lave-toi le cul avant si tu ne veux pas que ce soit crade. Mon cul, il marche que dans un sens. Des trucs peuvent en sortir, mais pas y entrer, désolé. À de rares et mémorables occasions, je suis parvenue à convaincre une femme de passer outre ses réticences, mais concernant Burke, qui est la femme de la personne qui parle, du narrateur, je n'ai pas eu à insister, elle l'avait déjà fait avant moi et elle adorait ça. Une fois de plus, je m'introduis dans son cul préalablement lubrifié et travaillé par des rotations vigoureuses de l'index. Mon gland cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse, et je sens qu'il ne m'en faudrait pas beaucoup plus pour jouir, mais évidemment, je me retiens, je l'attends. J'attends la modification de son souffle, mais aussi l'imperceptible déclic que j'ai appris à guetter quand je suis dans son cul. Je veille à pas salir les draps. Rien ne rebute Burke pendant l'amour, mais elle ne supporte pas la moindre traînée de merde sur nos draps. Ensuite, on a la fille qui pense à l'orgasme de sa mère. Et là, tout s'éclaire. Ce qui amène ma mère à l'orgasme quand elle se masturbe, c'est de projeter sur son écran mental des images d'elle à 20 ans. Elle accélère le frétillement de son index sur son clito et hop, elle jouit avec des larmes de plaisir et de fureur. Une fureur qui s'adresse au passage du temps et au ravage qu'il opère sur les visages et sur les corps. Donc ça, c'est sympa. La fille pense à sa maman. Et puis, Alors, vous en voulez encore allez regarder Toxin pour savoir la suite. Mais qui décide de cela? Qui décide de tout cela? Qui décide de donner ce genre de livre à des lycéens? Qui décide de censurer ceux qui remettent en question ça? Quelles sont les factions fascistes minoritaires qui agissent? Parlons d'autre chose. La campagne de, on va passer la campagne de vaccination au Parlement européen, campagne de vaccination 2024-2025. On peut passer l'image contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Ces prochains mois, les services médicaux du Parlement proposeront aux députés et aux membres du personnel de se faire vacciner contre la grippe saisonnière et la Covid-19 en accord avec les recommandations des autorités nationales. La campagne débutera à Bruxelles et à Luxembourg le 14 octobre et à Strasbourg le 21 octobre. Préparez vos bras. Mettez des manches courtes, ça c'est moi qui ajoute. Donc la vaccination, ils disent après, est fortement recommandée pour les personnes appartenant à un groupe vulnérable, y compris les plus de 65 ans, celles ayant un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 et celles souffrant de maladies chroniques. La recommandation pour le vaccin contre la grippe s'étend également aux femmes enceintes, etc. etc. Alors c'est marrant parce que merci à celui qui m'a envoyé sur Messenger mon compte personnel, une enquête d'intérêt public nécessitant votre participation. Ça se passe à Liège. Une enquête 2024 S2, pharmacovigilance, effets secondaires potentiels des vaccins, enquête à destination de tous les citoyens vaccinés et non vaccinés dans le cadre du suivi de l'efficacité et des effets secondaires potentiels de certains vaccins recommandés par les autorités de santé. L'Association belge de la santé vous invite à compléter le questionnaire de pharmacovigilance active se trouvant sur notre site. Voilà. Donc en même temps, ils vaccinent à Strasbourg et à Bruxelles, et en même temps, ils envoient des enquêtes pour vous dire
que c'est dangereux. Alors, pour revenir sur la censure, hein, puisque ça aussi c'est interdit de dire, il y a une parodie au Grand Cactus sur LGBTQ+, qui était faite, une chanson parodie du troisième sexe d'Indochine, et je vous la laisse écouter, je la trouvais excellente. On écoute ça. Alors une parodie du Grand Cactus, hein, celle que vous venez de voir, fait polémique. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi d'un grand nombre de plaintes pour transphobie. Alors on se demande combien il y en a. On sait que l'humour, c'est terminé, hein. Il y a des choses dont on ne peut pas discuter. Donc cette émission, ce passage émission du Grand Cactus qui est diffusé jeudi dernier sur la chaîne typique de RTBF. Les plaignants dénoncent le caractère transphobe et stigmatisant des paroles de la chanson à l'encontre des personnes transgenres et non binaires. Alors allons-y, hein, je pense que notre invité, Yann Charia, a des choses à dire sur le sujet, puisqu'on avait terminé l'émission précédente sur le mal qu'on avait fait aux enfants, et je me souviens de ces scènes de liesse et de joie d'enfants sursautant quand on leur dit que le masque c'est fini. Si vous n'en êtes pas persuadé que le masque n'a servi à rien, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas aussi, que Kéros, c'est un journal, un bimestriel, et que dans celui-ci, il y avait un article de Louis Fouché et du docteur Carole Cassagne, état des lieux sur l'utilité et l'innocuité du masque, où en 2 pages, il démontre, étude à l'appui, que ce masque n'a servi à rien, sauf à faire ce que Yann Charrier nous a montré la semaine dernière. Et c'est un plaisir de l'accueillir pour cet 2e épisode de manipulation des masses et guerre psychologique 5.0, c'était ça? Bonjour Yann. Bonjour Alexandre. Une petite réaction à ce qu'on vient de voir, à la fois au vaccin, mais à la déferlante idéologique LGBTQIA+. Alors justement, j'ai la chance d'avoir préparé un sac à vomi, hein, pour la petite lecture de Toxin. J'avoue qu'étant un homme de 40 ans hétérosexuel, ça ne m'a pas vraiment excité. Au contraire, c'est plutôt du porno dégueulasse. Porno trash, comme ils disent, ouais. On pourrait lire à l'école. Porno trash, ouais, ça collerait bien. Toutefois, et c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui, l'école a un objectif de normalisation. C'est-à-dire que ce qui passe à l'école, pour les enfants, ça devient normal. Donc, la protubérance crénolée et spongieuse, c'est normal. Si tu dis ça à des enfants à l'école, ça devient normal. Et concernant les vaccins, eh bien, c'était l'objectif d'Anthony Fauci et du NIAID il y a déjà plusieurs années, c'est-à-dire de réunir le vaccin traditionnel contre la grippe et les vaccins Covid-19 en un seul vaccin, une seule injection. Ça, c'est prévu depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pour moi pas vraiment de surprise. Non, tout ça suit son cours, hein, comme on pourrait dire. Donc, tout à fait, ça suit son cours et on est là pour essayer de freiner ça, je crois. Voilà, la première émission était passionnante. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vue de la regarder. Cette fois-ci, on est en direct, hein, parce qu'on veut vous montrer qu'il n'y a rien à cacher. Yann a très bien préparé tout ça pour peut-être aussi faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris et qui acceptent de remettre en question ces 4 années, en tout cas ce qu'ils croyaient qui était normal, pour montrer au fait que c'était une manipulation de masse comme il n'y en a jamais eu en fin de compte, parce que je vois que derrière toi il y a Propaganda, qui est un livre évidemment à mettre entre toutes les mains, d'Édouard Bernays, hein, qui vous indique comment déjà au début du XXe siècle on manipulait les masses, mais là quand même on est à un niveau, on est high level, top level, hein, Yann, en termes de manipulation. Tout à fait, on a atteint un niveau supérieur dans la manipulation, et notamment la modification comportementale, puisque c'est ça qui va intéresser les dirigeants, surtout, pas tant ce que tu penses, mais ce que tu fais et ce que tu dis. Donc, dans la dernière partie, on avait vu que depuis les années 50, la psychologie avait énormément évolué par rapport à ce que la plupart des personnes connaissent.
Aujourd'hui, on va parler de normes, de normalisation et d'ingénierie sociale. C'est pour ça que j'ai mis ce petit livre sur le côté. Parce que déjà à l'époque, même s'ils ne connaissaient pas tous ces concepts psychologiques, il y avait une belle utilisation des biais cognitifs, on va dire, dans la propagande. Que ce soit pour l'entrée en guerre des États-Unis, la cigarette pour les femmes et bien d'autres, bien sûr. Ces concepts sont toujours appliqués, ils ont juste été améliorés. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, c'est appliquer des méthodes d'ingénierie, comme quand on fabrique un moteur pour une grande usine, mais pas sur un moteur, sur la société et donc sur les citoyens. Pour pouvoir faire ça, nous allons avoir besoin de principalement 2 outils. La normalisation, le fait de créer des normes et de les intégrer dans la population, et les représentations sociales. Ça, je pense que ça, c'est issu de la psychologie sociale surtout. Et je pense que toi, Alexandre, tu as déjà largement entendu parler de ces concepts. Ça me parle tout à fait. Ok. Alors, pour ce qui est de la définition vraiment, vraiment claire de l'ingénierie sociale, moi, je vous invite à aller voir chez Lucien Cerise. Lui définit très bien tout ça et il en parle depuis des années. Donc, je propose de commencer tranquillement. Allons-y. En étudiant les normes sociales. Les normes regroupent l'ensemble des règles et des prescriptions portant sur la façon de percevoir, de penser, de sentir et d'agir. Ce sont des échelles de référence ou d'évaluation qui définissent une marge de conduite, d'attitude et d'opinion permise et répréhensible. Ces normes, elles sont conscientes ou inconscientes. Il faut bien comprendre que dans la société, il y a des normes, par exemple la norme de la vitesse sur l'autoroute. En France, c'est 130 km/h. En Allemagne, ce n'est pas la même chose. Toutefois, il y a les normes qui sont obligatoires et conscientes et les normes qui sont inconscientes. Par exemple, là, je suis dans la vidéo, je suis chez moi, je pourrais être torse nu ou en peignoir de bain. Mais comme on est en vidéo, j'ai mis un pull. Je trouvais ça plus correct parce que c'est une norme. Si tu vas dans un camping naturiste, par exemple, tout le monde est tout nu, c'est une norme. Et si tu te pointes habillé, ça ne va pas le faire, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc ça a été beaucoup travaillé, notamment par Muzaffer Sherif. C'était un psychologue d'origine turque qui a bien marché aux États-Unis et qui était un précurseur à son époque. Moi d'ailleurs, je suis un grand fan de ce bonhomme. Alors, pour entrer dans quelque chose de plus concret, je vais vous proposer des normes, voilà, des exemples de normes sociales classiques. Mettre des chaussures. Voilà, pour se balader dans la rue, on peut mettre des chaussures. Si on n'en met pas, ce n'est pas très normal. De la même façon, si tu sors dans la rue en peignoir de bain, même si tu ne montres pas tes fesses, alors on va te considérer comme quelqu'un de bizarre. Alors qu'il n'y a rien de très extravagant à être en peignoir de bain. Être à l'heure au travail, ça c'est obligatoire. Se soumettre à l'autorité, à la hiérarchie, ça c'est une norme. Le seppuku ou harakiri au Japon, si ton patron, à savoir le seigneur féodal de l'époque, n'était pas satisfait de ton travail, tu devais te suicider. Ça, c'est une norme qui est tout à fait normale là-bas. Et c'est normal parce que c'est une norme. Ici en France, ce n'est pas normal que ton patron te demande de te suicider parce que tu as rempli un mauvais dossier. Tenue correcte exigée en boîte de nuit, porter un masque, c'est une norme. C'était une norme et peut-être que ça redeviendra une norme. Je ne l'espère pas. Penser de la bonne façon. En effet, les normes, ça va nous autoriser ou nous empêcher de penser d'une certaine façon ou à certaines choses. Oui, ça va même jusqu'à la pensée. Hein. C'est pas nécessairement quelque chose de public. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est une norme Parce intérieure. que ces normes vont être intégrées dans ta conscience et elles vont passer à un niveau inconscient. C'est ce qu'on appelle la normalisation. C'est l'introjection, mettre à l'intérieur les normes. Telles que mets pas les pieds sur la table quand on mange. Quand on est petit, alors on teste, on essaye de voir la limite, mais quand on est grand, moi je suis sûr que Alexandre ne met pas ses pieds sur la table quand il va au restaurant. Non, d'habitude, non. Ni moi non plus, parce qu'on connaît ces normes. De la même façon, le nazisme. Dans le nazisme, pour être un bon à rien, il faut observer certaines normes. Le nazisme est basé également sur des normes. Alors, là, je vous parle de normes qui existent, hein, vous connaissez tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on invente une norme? Une norme qui n'a aucun intérêt, qui ne veut rien dire.
est-ce que les personnes vont se laisser normaliser ou pas? Ça, c'est la grande question. Donc, pour montrer l'exemple, je vais vous proposer la première vidéo de cet exposé qui parle justement d'une dame qui est au milieu d'un phénomène de normalisation. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to Hallucinant, n'est-ce pas? C'est génial, oui, je l'avais vu en psychosocial, elle est hallucinante et ça nous parle évidemment par rapport au masque et à tout. C'est ça là-dessus que tu vas venir, je suppose. C'est hallucinant. Je pense qu'il y avait dans le protocole il y a certains sujets qui résistent, mais ils sont minoritaires de chez minoritaires, quoi. Tout à fait. C'est vraiment une minorité des gens qui résistent à ce genre de choses. Et en effet, ça aurait pu être des masques, ça aurait pu être des chaussures rouges, ça aurait pu être de mettre ton slip sur ta tête. Ça ne change absolument rien, ça n'a aucune réelle valeur. C'est juste suivre les autres dans la norme du groupe. Alors, on voit que cette dame, à des moments, est mal à l'aise parce qu'elle ne suit pas le groupe au début. Et finalement, elle va accepter de suivre le groupe parce qu'elle subit ce qu'on appelle une pression normative. Alors, cette pression, elle est extrêmement forte, extrêmement puissante. Elle va modifier ton comportement et le comportement de la plupart des gens qui vont être soumis à de la normalisation. Donc, on prend de la pression normative, on nous normalise, oui, mais à travers quels outils? Parce qu'il va nous falloir transmettre cette pression normative à travers des outils. Alors, quels sont les outils classiques de normalisation? Les outils de normalisation de base sont 1. L'école. D'accord? Dans l'école, du CP, donc de l'âge de 6 ans à Bac+3, en gros, 60% de ce qu'on apprend, c'est de la norme. Respecter ses camarades de classe, ne pas mettre ses pieds sur la table, faire ses devoirs, s'habiller correctement pour aller à l'école, etc. Et puis, quand tu arrives à la fac, tu dois changer ta façon de faire, t'habiller comme un grand, comme un étudiant, les rapports changent, on n'aborde plus les personnes de la même façon,
les professeurs sont plus distants, ce sont d'autres normes que tu vas apprendre également. De la même façon, la religion nous propose ou nous impose certaines normes telles que tu ne tueras point, etc. Tout ça, ce sont des normes sociales. Et ça permet également de regrouper les citoyens, la société, pour qu'ils créent un tout cohérent. D'accord ? Mais également, il y a le travail. Quand tu vas au travail, tu rentres dans un groupe et tu acceptes les normes de ce groupe. Si tu ne te pointes pas à l'heure au travail, si tu ne portes pas de chaussures ou que tu arrives en peignoir de bain, tu vas vite te faire licencier, alors que tu fais bien ton travail. Ensuite, ce qui nous intéresse peut-être plus ici, c'est la télévision, la radio et les journaux, donc les médias de masse. Les médias de masse, qu'est-ce que c'est ? C'est de la standardisation de l'information. C'est-à-dire que l'information va être plus ou moins la même sur la plupart des canaux. Et ça va nous normaliser. Quand tu vois à la télé, dans ton show télévisuel préféré, une dizaine de personnes et d'intervenants qui sont tous masqués, dans ton cerveau, ça va rentrer, tu l'as déjà vu, donc maintenant, c'est normal. Si tu l'as vu à la télé, ça devient plus normal. À la télé, à la radio, dans les journaux. Et enfin, les groupes sociaux et les médias antisociaux que je mets un peu dans la même case. C'est-à-dire que toi, avec ton groupe de potes, vous allez accepter d'avoir quelques mêmes normes pour pouvoir créer un groupe. Par exemple, quand vous allez au bar, plus ou moins tout le monde va prendre la même chose, ou une bière ou du vin, ou va être habillé de la même façon. On va se dire bonjour, ça c'est une norme. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est de la normalisation. C'est le fait d'intégrer des normes sociales qui sont extérieures à toi-même. Alors, ça, ce sont les outils de la normalisation. Mais la normalisation, on a un peu effleuré, à quoi ça sert ? Ça sert à modifier la norme pour modifier le comportement. Si vous vous rappelez, c'est votre comportement qu'on veut modifier. Donc, on passe par la normalisation. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre ? Ben, ça marche, on voit doucement où tu arrives. Ce qui est parfois intéressant que j'ai vu en psychosocial, c'est aussi ce qu'on appelle l'ethnologie inversée, qui permet, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des normes, mais qui permet quand un groupe culturel, notamment je veux dire, si par exemple des Indiens regardent ce que nous on fait qui nous paraît normal, en fait, quand ils portent le regard sur ce que l'Occident fait, ben, on se rend compte en fait qu'il y a plein de phénomènes, de comportements qu'on considère comme normaux, qui sont totalement anormaux. Ah, tu vois, par exemple, passer la semaine au travail, 40 heures, et puis aller en boîte de nuit, picoler le vendredi soir, ben, il y a beaucoup de cultures où c'est tout à fait anormal. Tu vois, et c'est toujours intéressant. En général, l'ethnologie, c'est fait dans un sens, évidemment, mais l'ethnologie inversée, c'est intéressant de voir ce que d'autres groupes. Et je pense que, justement, pendant le Covid, il y a des pays qui n'ont pas... qui ont vu ce qu'on faisait et qui se sont dit, mais ils sont complètement fous, ceux-là. Voilà, ça me fait penser à ça. Exactement, c'est le principe de la norme. Ce qui est normal pour toi ne va pas être normal pour moi. Parce que je ne baigne pas dans la même norme, dans le même cadre sociétal de normalisation. Donc, si tu es OK avec ça, je te propose qu'on envoie une vidéo sur la normalisation avec un ami à vous, un ami à nous, un ami à tout le monde, Jacques Attali. Allons-y. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là ? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes ? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort,
que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. Alors, tout cela, Jacques... C'est fantastique. Jacques Attali qui cite Ivan Illich. Jacques Attali, le grand avant-gardiste, hein. Dans son discours, il me fait vraiment penser à Klaus Schwab. C'est vraiment un discours qui paraît, dans Degré Tristesse notamment, un discours qui paraît bienveillant. Donc, mais c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, comme ça. On sent derrière qu'il y a de la perversité, mais je te laisse continuer. Alors, en effet, c'est la main de fer dans le gant de velours. Ces vidéos datent des années 70 à peu près. Les années 70, c'est la grosse période où la psychologie sociale a travaillé sur la normalisation. Donc, il semble cohérent de se dire que ce monsieur Jacques Attali a été assez impressionné par les travaux sur la normalisation et qu'il en a fait un petit peu son cheval de bataille, qu'il a récupéré cet outil à des fins qui lui sont propres. Il parle de forme absolue de la dictature. Hein, ce n'est pas sans rappeler 1984. Le mieux, c'est que le peuple, les citoyens, soient eux-mêmes leur propre tyran. C'est ça l'objectif. C'est beaucoup plus facile que de les obliger à faire quelque chose. Et pour juste à titre d'exemple, fut un temps, les femmes n'avaient pas le droit de vote ni de compte bancaire en France. C'était les hommes qui devaient s'en occuper. Et donc, il était plus facile de contrôler l'ensemble de la population puisqu'il suffisait de contrôler uniquement les hommes pour contrôler les femmes aussi. Ça aussi, c'était une norme qui est quelque part une forme de dictature. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est? C'est l'ingénierie sociale. Alors, on a vu qu'on va se servir des normes et des effets de normalisation. Et on va s'en servir dans quoi? Dans des programmes d'ingénierie sociale. Donc, c'est une pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Et je rajouterai de façon le plus discrète possible. Si tu comprends vers quoi on t'oriente, alors probablement que tu n'auras pas envie d'y aller. Et moi, je fais la différence entre deux choses. Une pièce d'ingénierie sociale, c'est-à-dire un organisme que je vais créer, un nouvel organisme avec une ou des fonctions, comme un nouveau ministère, par exemple, et une action d'ingénierie sociale qui consiste à modifier le fonctionnement d'un organisme préexistant, mais de le modifier au niveau systémique. Hein, on va voir quelques exemples. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, une pièce d'ingénierie sociale? Ça pourrait être l'éducation nationale. Ça, avant, ça n'existait pas. Et on l'a créé, ça modifie la société, ça modifie ce que les gens pensent, et ça modifie donc leur comportement à long terme. Surtout si, par exemple, je normalise dans l'éducation nationale des récits pornographiques en tout genre. Mais également le baccalauréat. Hein, j'ai cru comprendre qu'en Belgique, le baccalauréat n'existait pas. Non. Voilà. Mais comment est-ce que vous faites pour aller à l'université? Eh bien, c'est simple. À la fin du lycée, si tu as eu la moyenne, tu es suffisamment qualifié pour aller à l'université. Inutile d'essayer de te recaler avec une épreuve en plus. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Sinon, d'empêcher certaines personnes d'aller à l'université. Certaines catégories de la population, oui. Oui, une bonne partie de la population. Mais ça, c'est calculé à l'avance. Combien on va accepter de gens au baccalauréat, c'est prévu à l'avance. Le truc, c'est que ces gens qui n'iront pas à l'université, comment on les appelle? On les appelle des ouvriers. Voilà. Les médias de masse, ingénierie sociale, le Pôle emploi, France Travail, bref, l'organisme qui va s'occuper de gérer le chômage, ça va être de l'ingénierie sociale. L'assurance chômage, avant ça n'existait pas, quand tu n'avais plus de travail, tu crevais de faim. Ça aussi, ça modifie la société et ça va permettre de la rendre plus stable. Par exemple, la sécurité sociale, c'est un outil d'ingénierie sociale. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. C'est juste un outil. Comme un marteau, je peux m'en servir pour t'aider à construire ta maison, ou alors je peux te taper sur la gueule avec. Hein, au niveau de la sécurité sociale, on vient de voir Jacques Attali qui nous expliquait à quoi ça servait pour lui. Les hôpitaux, les élections, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Culture en France, ce sont des outils d'ingénierie sociale. La retraite pour tous également.
Avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Et ça change beaucoup de choses dans la société. Mhm. Ça, ce serait pour des pièces d'ingénierie sociale. Ce serait des exemples. Et des exemples d'actions d'ingénierie sociale, ce serait par exemple de la censure. Ça va t'empêcher d'avoir des informations et donc ça va modifier ton comportement. Le grand débat, qui a été une des pièces maîtresses pour casser le mouvement des Gilets jaunes. La modification de normes, la modification du fonctionnement d'une structure, comme par exemple les crèches et les hôpitaux. Et oui, si je réduis le personnel des crèches, il y a un certain quota, il y a un certain stade à partir duquel la bienveillance envers les enfants va devenir de la maltraitance. Si j'ai 3 enfants à m'occuper toute la journée, 3 petits nourrissons, beaucoup de travail. Si j'en ai 4, c'est vraiment la limite. Mais à partir de 5 ou 6 enfants par assistante maternelle, en fait, elles vont être tellement débordées qu'elles ne pourront pas les bien traiter. Elles vont être obligées de les pas bien traiter. Donc ça devient de la maltraitance institutionnelle. Ça, on le sait très bien. Il y a de nombreuses crèches qui se sont levées contre le fait de passer à plus d'enfants par personne. C'est très grave de faire ça. Hein. C'est de la négligence. La retraite à 70 ans qui arrive bientôt en France, ça aussi c'est un mouvement d'ingénierie sociale. Transformer le RMI en RSA, réduire le personnel soignant, tout ça, ce sont des manœuvres d'ingénierie sociale visant à modifier le fonctionnement de la société. Et tout ça, évidemment, accompagné d'un discours bienveillant, assez schizophrénique, paradoxal, mais c'est plutôt schizophrénique. Hein. Ah ben, tout à fait. Le discours est paradoxal. Il faut avoir l'air bienveillant quand on maltraite sa population, sinon ils vont finir par refuser, d'une part. Et d'autre part, tu parles de schizophrénie parce qu'on est dans une double contrainte. C'est-à-dire que quelqu'un nous fait du mal en ayant l'air sympa. Et ça, on en reparlera dans un épisode ultérieur, c'est une bonne base pour rendre une personne, ou plus particulièrement un enfant, schizophrène. Pour de vrai. Tout à fait. Alors, ça, ce sont des actions d'ingénierie sociale qui vont utiliser ce qu'on appelle les normes. Mais il n'y a pas que la normalisation qui va être utilisée dans ces grandes actions d'ingénierie sociale que nous vivons depuis 5 ou 6 ans. On va également se servir du concept des représentations sociales qui, lui, date des années 60, à partir des années 60. Donc, le gros chercheur là-dessus, c'est Serge Moscovici. Alors, j'ai essayé de vous donner une définition, mais ce n'est pas évident pour les représentations sociales. Alors, les représentations sociales constituent une modalité particulière de la connaissance, c'est donc une connaissance, généralement qualifiée de connaissance de sens commun, de connaissance naïve, dont la spécificité réside dans le caractère social des processus qui les conduisent. Elle recouvre donc l'ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et partagées par les individus d'un même groupe à l'égard d'un objet social donné. Alors, c'est une définition qui n'est pas trop mauvaise, mais ça reste quand même un peu abstrait. Donc, on va essayer de passer dans le concret. La question de à quoi ça sert. Déjà, et une représentation sociale, ça va servir à dominer la population. Ça sert à plein de choses, à comprendre la réalité, mais aussi à dominer la population, parce qu'il me faut l'approbation des masses du peuple pour pouvoir le dominer. Et donc, il faut contrôler les représentations sociales pour diviser le peuple. Et si j'ai créé 2 groupes humains différents à partir d'une division qui sert mes intérêts, je peux créer de la violence entre ces 2 groupes que j'ai créés de toutes pièces. Il me faut pour cela exacerber les représentations sociales négatives. Donc, je donne un exemple. Par exemple, Allemagne 1940. La représentation sociale, qui a été lancée par le gouvernement, c'est que les Juifs étaient porteurs de maladies et que donc il ne fallait pas les toucher et les isoler, si ça te rappelle quelque chose. On doit isoler les gens qu'on soupçonne être malades. Là, à l'époque, ils étaient accusés de porter le typhus. Donc, on doit les ghettoiser, puis les brûler pour qu'ils ne nous infectent pas. Voilà. Ça, c'est la représentation sociale d'un nazi qui va dire que les Juifs sont porteurs de maladies. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont faits comme nous, et que certains sont malades et d'autres sains de corps et d'esprit. Alors là, je vous donne un exemple à quoi ça ressemble une représentation sociale. Là, je prends le cas du racisme. J'ai essayé de mettre tout le monde pour qu'il n'y ait pas de jaloux. J'ai mis les Français en premier, les frouzes, comme on dit dans quelques autres pays du monde. Les frouzes, les ritales, les boches, les ricains, les nègres, les lupins, les crouilles. Donc
Donc là, j'espère que j'ai vraiment oublié personne, je voudrais vexer personne. Alors, une représentation sociale négative, elle va être composée, comme les positives, d'un noyau central de la représentation, c'est le gros rond noir, et de noyaux et de représentations périphériques. Par exemple, peu importe la personne que tu accuses, qui vient dans ton pays, en général, on retrouve les mêmes représentations, c'est-à-dire la personne est illettrée, est agressif ou violent, il est soit feignant parce qu'il vient profiter des allocs en France, ou alors il vient nous voler notre travail, si c'est un travailleur, donc ça, tu n'as pas le choix. Il est voleur, il nous vole nos femmes, ah, ça c'est un classique. Ils sont menteurs, ils portent des maladies, ils sont sales, et tu comprends, entre le bruit et l'odeur, voilà. Ça représente assez bien une représentation sociale négative que je pourrais avoir, que tu pourrais avoir d'un groupe étranger que tu ne connais pas. C'est l'image que tu peux avoir d'eux si tu as une image négative. Mais tu pourrais avoir une image positive. Là, on travaille sur les représentations sociales négatives. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas la réalité. D'accord ? Ce n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, dans la diapo d'après, on va mettre des représentations sociales inventées. Donc, qui ne veulent rien dire. En rouge, j'ai mis celles que j'ai inventées moi-même. J'en suis assez fier. Alors, que ce soit les islamo-gauchistes, par exemple, ça n'existait pas il y a 5 ou 6 ans, maintenant ça existe. Les complotistes, les antivax, les hérétiques, parce que les complotistes sont les hérétiques du 21e siècle. Et moi, j'ai inventé le droito-sioniste, le christiano-centriste et le gaucho-centriste. Alors ça, c'est celui dont je suis le plus fier, le gaucho-centriste. On comprend bien que ça ne veut rien dire, ça n'est pas l'intérêt. D'accord ? Si je te dis, Alex, que toi, tu es un hérétique, et je n'ai pas besoin de le prouver, je n'ai pas besoin que ça ait vraiment un sens, c'est que les gens vont te regarder d'une façon négative parce que j'ai posé sur toi, l'opprobre, une représentation sociale négative. Alors que ce soit les complotistes, les antivax ou les islamo-gauchistes, comme les autres, ils sont stupides, agressifs, feignants, voleurs, menteurs surtout, anti-républicains. Donc ça, pour moi, c'est plutôt une qualité, mais on pourrait considérer que c'est un défaut. Ouais. Ils sont inutiles et voire même, ce sont des terroristes stupides. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense que les gens qui s'auto-qualifient de complotistes, ceux qui ont remis le discours officiel en cause, qui ont douté, je pense que c'est une mauvaise chose de s'auto-qualifier de complotiste. Parce que ce sont quand même les médias qui ont le monopole de la représentation du réel, comme disait Alain Cardo, et s'auto-qualifier comme ça, si on n'a pas le pouvoir médiatique, voilà, c'est les autres qui vont le récupérer. Oui, de temps en temps, on a tendance à introjecter, donc à prendre de l'extérieur et à ramener dans notre inconscient ce dont on nous affuble. Tu pourras remarquer, par exemple, dans des quartiers pauvres en France, des gens extérieurs à ces quartiers traitent les habitants de racailles. Racailles, j'allais dire, ouais, Kaira. Voilà. Ouais. Et des Kairas. Et pour suivre ce mouvement, curieusement, il y a de nombreux jeunes personnes de ces quartiers qui vont s'appeler eux-mêmes, moi je suis une Kaira. Tu vois ? Parce que d'une certaine façon, on introjecte ce qu'on nous dit. Si tu dis à un enfant, t'as tapé le chien parce que t'es méchant, alors l'enfant va introjecter cette représentation de lui-même et va dire, mais si je tape les autres, c'est normal, c'est parce que je suis méchant. Tu vois ? Il intègre ça dans son fonctionnement. Alors, juste pour la petite parenthèse, le complotisme, ça a été donc inventé dans les années 60 par les communicants de la CIA suite au rapport Warren qui est censé mettre la lumière sur l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Censé, ouais. Donc ça, c'est dans les années 60. Et les années 60, c'est justement l'époque où on découvre et recherche beaucoup sur les représentations sociales. Donc, on prend un concept en haut de psychologie expérimentale, on le prend, on s'en sert, on le passe à des ingénieurs qui vont créer un outil d'ingénierie sociale, là, à travers les représentations sociales, le complotiste. Mais que tu sois complotiste, antivax, hérétique, islamo-gauchiste, c'est la même chose, ça ne veut rien dire. Alors, je passe à la suite. Voilà, c'est encore pareil, le bétail. Le bétail, si j'aime mes vaches, je ne les vois pas comme ça. Si je ne les aime pas et que pour moi c'est juste une usine à fric qui est bonne, qui a passé au mixeur à viande,
Alors, je vais dire que mon bétail, il y en a trop, il est trop nombreux, il est vecteur de maladies, je dois le piquer, les vaches sont feignantes, inutiles, elles mangent trop. Elles coûtent cher, elles sont sales et stupides. C'est exactement la même chose, ou presque, que ce qu'on a vu précédemment. Donc, ces représentations sociales sont surdéterminées en partie par le rapport entre les groupes sociaux dominants et dominés. En effet, dans notre société, on a des groupes dominants, donc généralement les riches et les puissants, et des groupes dominés, les pauvres et les moins puissants, ce que certains appellent les inutiles. Donc en fait, Dixit Macron. ces groupes ont des représentations sociales d'un groupe sur l'autre, qui sont des représentations intergroupes, à l'inverse des représentations intragroupes. Et ça va être la connaissance vulgaire, naïve, que ces groupes ont des autres groupes. Parce que les dominants et les dominés, généralement, ne se mélangent pas. Si tu essayes d'entrer dans une soirée de rupin où tu n'es pas invité, quelquefois, c'est très difficile d'entrer. Alors, comment est-ce qu'on voit les dominants quand on est dominé? On les voit en général mieux organisés que ce qu'ils sont en réalité. On peut avoir l'impression que le système de la République française est très bien organisé, mais si tu regardes pendant les élections ou en ce moment avec le budget, tu vas te rendre compte que c'est pas si bien organisé qu'on aimerait que ça soit. En général, les dominants ont l'air plus intelligents que ce qu'ils sont en réalité. Et là, je parle de l'effet costard. L'effet costard, selon la façon dont tu es habillé, si tu mets un costume avec une cravate, une chemise, on te donnera généralement 10 points en moyenne de QI de plus que ce que tu as en réalité. Si tu vois un homme politique à la télé qui n'a pas l'air malin, dis-toi que s'il était en t-shirt et en jean, il aurait l'air encore plus bête. C'est une question de perception. Et à l'inverse, les dominants, comment vont-ils voir les dominés? Ils vont les voir comme brutaux, ignorants, stupides, sales. Ils sont à civiliser. Et là, j'ai rajouté une petite phrase qui est une vraie mine si tu la mets sur ton moteur de recherche. C'est la phrase « exterminer toutes ces brutes ». C'est une des bases du génocide. Pour avoir un bon génocide, il faut avoir une représentation sociale très très négative du groupe dominé que tu comptes génocider. Donc tu vas te servir de la télévision, de la radio, etc. pour dire que tel peuple, telle tribu, telle couleur de peau ou telle école de pensée sont à exterminer. Donc pour finir avec ce tout petit chapitre sur les représentations sociales, on va voir... ah non, excusez-moi, j'ai complètement oublié qu'on avait une petite vidéo à se mettre sous la dent qui est une illustration de ce que pourrait penser un dominant de la classe des dominés. Ce monsieur, il s'appelle Yuval Harari, il a écrit un livre très célèbre. Voilà, donc je vous propose. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Ma meilleure hypothèse, et cela reste une présomption, est que la nourriture ne sera pas un problème car avec ce genre de technologie, nous serons en mesure de produire de la nourriture pour tout le monde. En revanche, il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Alors, je l'avais pas vue celle-là. Elle me fait penser à celle de Laurent Alexandre, mais elle est encore pire, celle que tu viens de montrer. Celle de Laurent Alexandre qui s'adresse à des universitaires français et qui parlent des inutiles. Donc ils sont vraiment dans un discours limite génocidaire. Hein. Disons que c'est pas un discours génocidaire parce que c'est une... Pour avoir un bon génocide, il y a plusieurs conditions à respecter. Donc là, moi, je vous invite à aller voir chez Raoul Peck, P-E-C-K, qui est un spécialiste du génocide, qui a fait de très bons films et documentaires sur le sujet. Mais bon, je veux dire, il pousse pas au génocide parce qu'il dit, mais on sent que c'est toujours touchy, limite, mais là, c'est dire gavez-les de télévision, droguez-les de jeux vidéo, quoi. Alors, c'est en fait, à mon avis, mais ça me regarde, hein, c'est mon avis personnel et je vous conseille de ne pas être d'accord. À mon avis, c'est une blague. Hein. La drogue et les jeux vidéo, c'est une blague. C'est pour rigoler, c'est juste pour dire qu'on n'a pas de solution. Donc, on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà.
doit s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, en les droguant ou autrement. Mais Ouais, quand c'est tu ça. considères Il va- que ton voisin est inutile, ça ne te dérange absolument pas qu'il disparaisse. Tu veux dire, il va quand même pas jusqu'au bout de sa pensée, quoi. Je ne pense pas. Mhm. Mais ça, c'est mon avis, c'est personnel, ça me regarde. Mhm. Et donc, on a vu juste avant la représentation du bétail, si on ne l'aime pas. Et là, juste après, on va voir le peuple. On va voir que ce n'est pas forcément très différent. Vous avez entendu probablement ces mots-là à la radio, dans les journaux. Mhm. Le peuple, qu'est-ce qu'on est? Nous sommes des illettrés. Okay, nous sommes agressifs et violents. Nous sommes feignants, nous sommes inutiles. Donc ça, c'est les propos de Yuval Harari, parce que si tu ne travailles pas pour un patron capitaliste, ta vie n'a aucun intérêt pour lui. Nous mangeons trop, donc on va nous faire manger des insectes. Nous sommes des assistés, bien sûr. Quand c'est une personne qui gagne 30 000 euros par mois et qui ne plie même pas son linge, qui ne fait pas la vaisselle, et nous traite d'assistés, alors ça, moi, je trouve ça un peu fort. On est sale, on a tendance à être sale. Le bruit et l'odeur, c'est pareil. Et aussi, on nous appelle les sans-dents. Ça, c'est quand même assez classe. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre du bétail qu'on va envoyer à l'abattoir et toi, le peuple. Tout ça pour dire qu'un génocide ne serait pas gênant pour certaines personnes, je pense. Ouais, ce qui est de nouveau paradoxal, c'est une grande partie de ce peuple, via la manipulation, encense ceux qui les dominent et ceux qui veulent les faire disparaître. Hein. C'est ça qui est aussi paradoxal. Grâce à la télé, évidemment, ils ont un respect et une reconnaissance pour le dominant qui peut paraître paradoxal, mais qui fait partie du système de manipulation, évidemment. Tout à fait, puisque ça on le verra un peu plus tard, mais on observe énormément d'inversions accusatoires et d'inversions des rôles dans le triangle de Cartman. C'est-à-dire que le bourreau va se déguiser en sauveur. Hein. Quand, par exemple, on a vu en France, il y a 2-3 ans, je crois, Gérald Darmanin, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, donc le patron de la police, s'est joint à une manifestation de policiers qui n'étaient pas contents de leurs conditions de travail, pour dire « Oui, mais moi aussi, je suis pas content. » Oui, sauf que c'est toi qui as pris ces décisions. Et là, tu te fais passer pour une victime ou pour un sauveur, au lieu de montrer que tu es le bourreau. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir mettre en place de grands plans d'ingénierie sociale. Il faut que la population te fasse confiance. Et comme tu l'as dit, on va se servir de la télé, de la radio et des journaux pour montrer que Emmanuel Macron a ton bien dans la poche et c'est ton pote. Il est là pour ton bien. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur les représentations sociales. Donc, les normes, la normalisation et les représentations sociales sont vraiment deux très gros outils qu'il faut comprendre pour pouvoir résister à certains appelaient une déferlante totalitaire. Oui, je veux rajouter ce que je viens de dire et que j'utilise souvent, cette expression d'Alain Cardot, hein, un grand sociologue et spécialiste des médias, de la critique des médias en France, c'est que les médias ont le monopole, les médias de masse ont le monopole de la représentation du réel. Donc ils ont en quelque sorte le monopole de nos représentations sociales et ils nous mettent dans la tête une façon de voir le monde qui est fausse, hein, et donc en tout cas qui ne correspond pas au réel. Hein. Comme il dit aussi, ils nous présentent le réel tel qu'ils veulent qu'on le perçoive. Donc, je conseille vivement de lire Alain Cardot à ce niveau-là. Très bien, j'essaierai de le lire aussi parce que je ne connaissais pas. Journaliste précaire, journaliste quotidien notamment, sa préface qui est un chef-d'œuvre. Ok, intéressant. Donc, moi, c'est la fin là-dessus. Ce dont je voudrais vous parler pour terminer, c'est la dissonance cognitive. C'est un mot qu'on a entendu, j'ai entendu sur les médias alternatifs depuis 2-3 ans. Problème, c'est qu'on ne parle pas vraiment de ce qui est important dans la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, pour un psychologue, n'a en fait quasiment aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive? C'est quand mes actions ne sont pas en accord avec mes valeurs et mes croyances. Je suis végétarien, mais je travaille dans un abattoir de poulet. Tu comprendras bien qu'il y a un petit problème. Donc ça va entraîner un stress sur la personne. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous les psychologues. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu vas réagir à ce stress, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en dégager, pour t'en libérer. D'accord ? Donc, si tu travailles dans un abattoir de poulet ou de vache ou de ce que tu veux, de dromadaire,
et que tu es végétarien, que tu ne peux pas changer tes actions, ni ta situation, parce que tu as besoin de payer ton loyer, tu n'as pas le choix, tu es dans une situation difficile. Tu ne peux pas changer ton comportement, il faut égorger des poulets. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est ta façon de penser, de façon à rendre la situation plus supportable. Alors, une hypothèse que je fais, c'est vraiment une hypothèse, mais quand on voit toutes ces vidéos de torture d'animaux dans des abattoirs, qu'est-ce qui se passe selon moi? C'est-à-dire que tu vas être intégré dans un univers industriel horrible et que la seule façon pour toi de supporter ça au quotidien pendant des années, ça va être de prendre plaisir à ce que tu fais, tout simplement. Et donc, tu vas devoir changer ta façon de penser. Et pour ce faire, si tu arrives à torturer des animaux, alors, d'une certaine façon, ça va te faire du bien parce que tu auras moins mal le reste du temps dans ton petit cœur. Donc, la dissonance cognitive nous pousse à rationaliser a posteriori notre situation et notre comportement. Souvent, l'être humain fonctionne comme ça. On va faire quelque chose qui est irréfléchi et après, on se dira « Ah, mais si j'ai fait ça, c'est pour une bonne raison. » Et donc, pour illustrer ça, on a une vidéo qu'on mettra après. Mais d'abord, je voudrais vous parler de Muzafer Sherif et d'une expérience très célèbre qui s'appelle 1 $ de 10 $. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu passer, peut-être en psychosocial. Oui. Ceux qui sont mieux ou moins bien payés réagissent différemment quand ils doivent donner du sens à leurs actions. Et c'est notamment ceux qui sont moins bien payés qui lui donnent plus de sens parce qu'ils doivent équilibrer leurs croyances et leur comportement, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Tu as une bonne mémoire. Ça se passe dans une usine. On va créer une tâche sur un tapis roulant d'usine qui ne sert à rien. C'est comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Tu as des gros boulons à visser, dévisser pendant 4 heures. Ça n'a aucune utilité. Tu ne produis rien. Tu es juste là pour te... En fait, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que la tâche soit la plus emmerdante possible. Vraiment. Et ils sont arrivés, ils sont très forts, crois-moi. Et donc, on va créer 2 groupes. Un groupe contrôle et un groupe test. On va dire aux gens, alors, si vous faites ça pendant 4 heures, c'est une expérience, vous serez payé 10 $. Donc, dans les années, je crois que c'est 1930, 10 $, c'est beaucoup. Hein, tu as vraiment fait une bonne journée, tu peux rentrer chez toi, tu es fier de toi. Alors, on va faire la tâche, et dans le groupe contrôle, on va dire, tenez, voilà vos 10 $, qu'est-ce que vous avez pensé de ce travail? Et la plupart des gens vont dire que c'était affreux, c'était chiant, j'ai rien appris, c'était nul, je suis content que ce soit fini. Ouais, un travail d'usine quelque part, avec la production en moins. Et le groupe test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire écoutez les gars, je suis désolé, mais il y a un problème de budget. Et donc, au lieu de vous payer 10 $, on va vous payer 1 $ symbolique. Alors là, normalement, tu n'es pas content et tu gueules. Mais qu'est-ce que vont dire les gens quand on va leur demander est-ce que vous avez aimé votre travail? Ils vont dire c'était long, c'était difficile, mais j'ai appris quelque chose. Alors bon, et quoi donc? Qu'est-ce que tu as appris? À tourner un boulon dans un sens ou dans l'autre? En fait, ces gens-là n'ont rien appris. Ils rationalisent a posteriori leur comportement. Au lieu de dire je me suis fait rouler dans la farine, tu préfères dire j'ai appris quelque chose. Et on retrouve ça de temps en temps dans les discours de politique. Si vous faites attention, ils vous disent oui, mais après la crise, nous aurons appris, nous serons plus forts. C'est des mensonges. C'est juste, on va essayer de profiter des effets de la dissonance cognitive sur ton cerveau. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de la dissonance cognitive et aussi pour cet exposé. Pour moi, il est à peu près fini. Mais on a une dernière petite vidéo bonus à vous donner si tu n'as rien à ajouter. Je veux dire que c'est très bien de terminer sur la dissonance cognitive parce que elle est capitale, comme la représentation sociale. Elle est capitale pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre le fonctionnement en général de la société. Tu disais des gens qui doivent payer leur loyer, qui ont des enfants à l'école, ils partent en vacances. Ils vont en général, quand ils sont, par exemple, j'ai fait des articles là-dessus, sur la dissonance cognitive chez les journalistes. Si tu arrives dans une rédaction, que tu rêves d'un journalisme libre où tu peux tout dire et que tu te rends compte que ce n'est pas du tout le cas, tu dois, si tu veux garder ton salaire, payer ton loyer, tu dois modifier tes croyances et tu vas petit à petit te dire que tu fais un travail de qualité et qu'en fin de compte, tu as quand même de la liberté, même si parfois il y a des petites censures. Et si tu ne te sens pas bien, tu vas créer un journal alternatif, comme ils ont fait ici en Belgique. Il y a un journal qui a été créé, je ne vais pas le citer, mais tout le monde le sait, qui a été créé par des gens qui font tous partie des médias
de masse, la RTBF, la Libre Belgique, la Dernière Heure, et qui a été créé en fin de compte et qui tout de suite a eu une audience sur ces médias de masse. Donc on sait très bien qu'ils ne parleront jamais d'une chose, c'est de la critique des médias. Voilà, mais ça c'est aussi une façon une dissonance cognitive. On crée autre chose en disant on a quand même de la liberté dans notre pays, quoi. Donc je te remercie de terminer avec cette théorie de Festinger, si je me souviens bien. Évidemment, c'est pire ailleurs. Hein. T'es pas content? Ouais. Tu veux aller voir comment ça se passe dans la Russie stalinienne? Tout à fait. C'est ça qu'on va te dire. On va dire, mais c'est pire ailleurs, t'inquiète pas. Donc pour finir, voilà, on aura un petit exemple de vidéo sur la dissonance cognitive. Alors je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est pas un fake, mais ça n'est pas très grave parce que moi je trouve que ça représente bien ce dont on parle. Et on terminera avec ça, on se voit en off. Merci beaucoup Yann encore pour ce deuxième épisode. Les autres épisodes se feront le mardi, je pense, c'est ça qu'on avait dit en direct. Et on reprend nos décryptes hebdo jeudi avec d'autres invités. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Les vaccinés, ils sont supérieurs, donc ils ont des privilèges, et les inférieurs, ils n'ont pas de privilèges. C'est normal, c'est comme ça dans toute société, il y a toujours des catégories. Nous maintenant, c'est les vaccinés. Donc voilà, moi j'assume totalement mes privilèges. On va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir aller au spectacle, on va pouvoir voyager, on va pouvoir enlever nos masques dans des lieux que à nous. Donc oui, on aura des lieux que entre vaccinés, entre supérieurs. Et voilà, donc moi je suis privilégié, vous n'êtes pas privilégiés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Et c'est normal, il faut accepter d'avoir moins de droits, genre vous êtes inférieur, genre c'est normal. C'est comme les animaux, les humains ont plus de droits que les animaux. Là c'est pareil. Et encore, les animaux vaccinés, ils devraient avoir plus de droits quand même. Genre, normal. Normal. Ce qui est normal relève de la normalisation.